Bonjour, mon nom est Diane Bérard, je suis journaliste de solutions pour la marque Les Affaires à Montréal. En ce 4 juin, je me trouve à la conférence Moving On, c'est-à-dire le sommet de la mobilité durable. Et je suis en compagnie de Caroline Parot, qui est présidente du directoire de Europcar Mobility Group. Bonjour Caroline. Bonjour Diane. Alors peut-être commencer par dire quel est l'équivalent nord-américain du titre de présidente du directoire. Ah, en anglais, CEO. C'est CEO, d'accord. Après, il y a plusieurs... Donc c'est PDG. PDG, exactement. Parfait. Donc c'est un rôle opérationnel. Oui, exécutif CEO, gérer la société. Et après, il y en a un board au-dessus, donc board of directors. OK, mais vous êtes exécutif, CEO. yes. Parfait. Donc, vous avez mené le repositionnement d'Europcar en Europcar Mobility Group. Quel était le but visé? De quel positionnement partiez-vous pour aller vers où? Alors, on avait un positionnement que vous connaissez peut-être. Europcar, c'est une très belle marque de location de voitures. Il y a des équivalents américains jaunes ou rouges, Avis and Hertz pour les nommer. Location de voitures. On loue des voitures plusieurs jours pour des voyageurs, soit business, soit pour les loisirs. Et partant de ce très beau métier, où nous sommes numéro 1 en Europe, nous avons vu les usages de nos clients progressivement évoluer. Et nous nous sommes assez rapidement dit, Europcar, ça fait de la location de voitures. Et la location de voitures, c'est quoi? C'est du car sharing, c'est pareil, c'est partager un actif entre plusieurs clients. Et les nouveaux usages dans les villes, nos clients ont de plus en plus besoin de mobilité urbaine, abandonnent de plus en plus la propriété de la voiture. Et donc, on s'est dit qu'on allait leur amener des solutions de mobilité urbaine autour de la voiture. Et on a commencé il y a quelques années avec une autre marque, Ubico, à développer du car sharing. Et on est présent maintenant dans les 9 principales villes européennes. Et donc, on avait Europcar dans la location de voiture. Ubico pour le car sharing et une autre marque dans le low cost pour le voyage de loisirs. Et on s'est dit s'appeler Groupe Europcar quand on a commencé à se diversifier de la location de voitures à la mobilité urbaine. Il fallait qu'on explique à nos équipes que la marque Europcar, qui est notre DNA d'origine, reste forte, mais nous faisons autre chose, nous faisons de la mobilité. Il n'y a plus qu'une seule marque. Le groupe change parce qu'il change dans sa proposition de services et de solutions pour les clients. Donc on a fait évoluer tout en gardant notre ADN. On arrive de la location de voiture, on arrive du service, mais on est dans la mobilité, qu'elle soit location courte durée, très courte durée, moyenne durée, solution avec ou sans chauffeur. Et on a même, par exemple, une société de scooters à Bruxelles que nous sommes en train de développer. Donc tout ce qui est mobilité est en train de devenir l'extension naturelle de notre corps métier, donc ce repositionnement. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez regardé les tendances et vous avez actualisé votre mission parce que vous dites, on était déjà dans le partage d'actifs, puisque les gens qui louent nos véhicules, à ce moment-là, ils ne sont pas en auto-solo, c'est le même actif qui est partagé. Donc, à quelque part, la réflexion corporative a été de dire, il y a une tendance. Nous, on est déjà inscrits d'une façon dans cette tendance-là. Alors, il y a une tendance et on est déjà inscrit. Donc, on a regardé ce qui se passait, on a regardé ce que disaient nos clients et on s'est dit, la tendance, les gens préfèrent l'usage, veulent aller d'un point A au point B. C'est ce qu'on fait déjà dans la location de voiture. Donc, quand vous le faites pour quelques jours, on peut le faire pour quelques heures. Ce qui a changé dans la tendance, c'est le digital, le smartphone. Maintenant, tout le monde est habitué à réserver, avoir sa vie gérée sur un smartphone. Et le digital vous permet de gérer cette très courte durée, ces solutions plus locales. Et donc, cette tendance-là, nous avons utilisé en arrivant sur des solutions très urbaines. Un point dans ce que vous avez dit, on a toujours fait du sharing economy. Le nom du groupe à son origine, c'était l'abonnement automobile. Okay. Il y a 70 ans, le groupe a 70 ans cette année, la société s'appelait d'abord abonnement automobile. Donc il y avait déjà cette idée qu'on peut partager un actif, s'en servir sous forme d'abonnement régulièrement quand on en a besoin. 70 ans plus tard, après être passé par cette vague au milieu où beaucoup de gens voulaient posséder la voiture, le mouvement maintenant, c'est ne possédons plus d'actifs, avons une économie de l'usage. C'est beaucoup plus économique pour tout le monde de partager un appartement, donc une voiture. Et donc nous, on offre ces services-là aux actifs, aux non-actifs, aux millennials, qui eux sont complètement dans l'économie du partage. Ils ont pas envie de posséder une voiture, de posséder un parking. Ils ont envie d'aller d'un point A à un point B. Et donc nous, on dit, nous, on le faisait déjà, mais on va le rendre moderne avec le digital, avec le smartphone, puis avec des solutions qui sont adaptées à la ville. Dans la ville, vous avez besoin de petites voitures ou plus petites voitures. Vous avez 2 fois besoin de chauffeur parce que en fait, vous voulez être rapidement d'un point A à un point B. Donc là, c'est du chauffeur. Donc on a toutes ces solutions qui sont en train de se mettre en place. On les déploie
progressivement en fonction des tendances et en fonction des villes. Dans les grosses villes, il y a plus de demandes. Dans les petites villes, ça s'adapte différemment. Pas les mêmes demandes. Exactement. Dites-moi, quand on parle de mobilité, selon vous, les principaux obstacles, est-ce qu'ils sont comportementaux, réglementaires, logistiques ou financiers? Comment on les Alors, cartographierait? Ils sont réglementaires d'une certaine manière, puisqu'en fonction des géographies en Europe, vous opérez dans les villes avec beaucoup de régulations. Donc, il faut que vous discutiez ville par ville. Donc, c'est une réglementation locale qu'il faut adresser. En Asie, c'est d'autres sujets. Aux États-Unis, au Nord-Amérique, je ne connais pas bien, mais il y a tout un écosystème public dans lequel vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur la voie publique. Donc, il y a des obstacles qui ne sont pas pays, mais villes. Donc, ça, il faut les combattre ou discuter avec les autorités pour s'assurer qu'on a des solutions ensemble. Après, ils sont comportementaux. La voiture, depuis 100 ans, est un symbole d'une accessibilité à un statut. C'est ça, c'est un symbole de réussite sociale. C'était un symbole de réussite sociale. Mais pour s'aller encore, je lisais que vous voulez être celle qui va faire abandonner l'auto-perso. C'est souvent l'étiquette qu'on vous donne, mais il y a quand même une certaine résistance chez certains groupes de la population. Non, il y a une résistance, alors il y a une double résistance. Il y a la résistance sociale et statutaire qui, à mon avis, disparaît parce qu'en fait, c'est cher. Hein. On est dans des économies où posséder une voiture, c'est acheter la voiture, assurer la voiture, posséder le parking, l'entretenir, tout mis de bout à bout par rapport à votre usage, c'est relativement cher. Donc ça, les gens, dans une économie où tout le monde partage, commencent à faire ce calcul-là. Donc cette barrière va tomber. Ce qui va tomber de plus difficilement, c'est que nos écosystèmes, nos villes, n'ont pas été construites autrement qu'autour de transports publics et de voitures. Donc à faire abandonner la voiture à nos concitoyens, c'est leur offrir un bouquet de solutions. Tant qu'il n'y a pas de solution pour les concitoyens, même s'ils veulent abandonner la voiture, ils ne l'abandonneront pas. La voiture, c'est pour emmener vos enfants à l'école le matin, quand vous êtes en banlieue ou quand vous êtes à l'extérieur de la ville. C'est aller au tennis le week-end, amener vos enfants. Donc, ça prend des solutions entre le transport public. Exactement. Et la voiture personnelle. Et la voiture personnelle. La voiture qu'on détient. La voiture personnelle ou la voiture partagée. Donc nous, on est assez convaincus qu'il n'y a pas un acteur qui va devoir interagir, mais c'est un écosystème d'acteurs qui devra promouvoir des solutions très locales, qui soient de très courte durée, dans telle ville, qui seront en complément de transport public, en complément d'autres acteurs privés, en complément du scooter, donc les bus, il y a tout un écosystème. Pour changement de comportement, il faut vraiment qu'il y ait un bouquet, que l'offre soit un bouquet. Si c'est juste le transport public et l'automobile, ça devient difficile. Ça devient difficile. En Europe, on a des villes très centrales qui s'étoilent sur des banlieues. Les transports publics sont en étoile aussi. Une fois que vous arrivez au bout de votre ligne de transport public, si vous n'avez pas de voiture... Le fameux dernier kilomètre. C'est souvent 5 ou 10 kilomètres. Et ça n'existe pas. Donc en fait, il faut travailler avec les régulateurs, avec les villes, avec les communautés pour créer ces écosystèmes. Donc c'est éminemment local. La solution peut être globale technologiquement, mais la vraie solution, c'est celle qui va répondre à une demande locale. Donc on est assez convaincus que ça va arriver. Les villes en sont conscientes. On ne peut plus mettre beaucoup plus de voitures. Il y a trop de congestion urbaine. C'est polluant. Les États ne veulent plus investir dans des infrastructures qui seraient trop dispendieuses pour couvrir tous ces derniers 5 km qui sont multiples. Donc il y a une relation publique, privée, entreprise locale, collectivité, mairie, ça dépend des systèmes, qui va se mettre en place. Mais pour vous, on est au début. On est au début d'une révolution qui est très forte, puisque mettre plus de voitures sur la route, même si ça reste encore un modèle social, est compliqué. Toutes les villes, j'étais à Montréal ce matin, c'est assez congestionné. Paris, c'est pareil. Toutes les villes sont très congestionnées. Mettre plus de voitures alors que la population croît très fortement, on peut se dire c'est intéressant. Vous et moi savons, par principe physique, qu'on ne peut pas mettre beaucoup plus de voitures. Les transports publics sont des transports qui sont à grosse infrastructure. Investir, c'est très compliqué. Le privé, les privés, par des solutions complémentaires, peuvent amener à tout ça. Après, est-ce qu'on va aller très vite ? Ça dépendra de volonté de régulateur, ça dépendra d'acceptance des concitoyens, ça dépendra d'une collectivité et de forcer, incentiver. C'est ça, il y a ce côté-là aussi. Il faut les deux, mais il faut qu'un client n'acceptera d'abandonner sa voiture particulière que s'il a un bouquet de solutions. Donc, chacun va pousser, les régulateurs vont devoir laisser se développer les solutions, les réguler un peu. C'est un système qui va apparaître.
d'ici 2050, les 3/4 de la population vivront dans les villes. Donc les villes sont des méga-cities, donc il va falloir s'organiser. Nous, d'autres, plein d'acteurs vont devoir s'organiser. Si vous couplez ça aux besoins de déplacement des biens, parce que là on parle des personnes, mais Internet avec a le commerce montré électronique, que tous les biens bougent de façon exponentielle. Donc il faudra aussi ça ajoute de la utiliser congestion, ça. des moyens de transporter les biens avec des petits camions électriques, plus ou moins autonomes ou pas. Donc toute cette régulation, toute cette organisation n'en est qu'au débarrage. Donc c'est ça, parce qu'on se concentre beaucoup sur le transport des personnes, mais il y a une augmentation du transport des biens avec exponentielle. Le commerce électronique. Et, nous, et ça, dans les quartiers, le dernier kilomètre, on ne peut pas avoir des tonnes de camions qui vont livrer des biens dans les quartiers. Donc, il faut des solutions pour ce fameux kilomètre. Il faut des solutions, il faut des infrastructures. Tout le monde ne peut pas acheter un camion. Donc, nous, on a une branche petits véhicules commerciaux pour justement permettre à un certain nombre d'acteurs de réaliser ce dernier kilomètre. Donc, c'est une vision de tout bouge et les déplacements augmentent. En fait, les petits déplacements de quelques kilomètres augmentent beaucoup. Et donc, il faut organiser. Donc, on pense que la révolution commence. C'est une révolution culturelle parce que construire un univers pendant 100 ans autour de la voiture dessiner les villes autour de la voiture. Nord-Amérique a décidé les villes autour de la voiture. L'Europe a encore ses vieilles infrastructures qui étaient complètement congestionnées. Probablement et sûrement, les systèmes que nous sommes tous en train d'imaginer, de construire, technologiques, services, vont permettre de revenir à une régulation. Mais les habitudes vont changer. Les millennials seront un facteur de changement extraordinaire. Quand on voit les jeunes gens, ils sont dans l'usage. Ils ne veulent pas payer plus que leur usage. Ils veulent vraiment, dans l'économie du partage, exister, profiter de l'instant. Ils ne sont pas sur une possession de voiture. On voit bien que le nombre de permis... devient plus un boulet à leurs yeux qu'une liberté. C'est un boulet parce qu'en fait, ils ne voient pas l'utilité de posséder un bien, de posséder un certain nombre de choses. Ils veulent participer, être avec leurs amis, se déplacer, savourer. Donc l'économie d'usage, c'est une autre philosophie. Les millennials la portent. Les millennials dans 10 ans... Mais il faut être réaliste sur l'évolution et le temps que ça va prendre parce qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs acteurs. Il y aura plusieurs vagues. Il y aura des vagues très centrales-urbaines et puis après elles s'étendront progressivement. Il faut commencer à construire l'écosystème maintenant. Il y a un facteur très fort. En Europe, le diesel commence à sortir des habitudes. L'électrique arrive. Donc c'est une autre consommation. Donc les consciences s'ouvrent sur moins de voitures, moins de pollution, une réinvention d'un certain nombre de paramètres. Donc c'est vrai, partout, chacun avec son point d'origine. Toutes les sociétés qui travaillent autour de la mobilité amènent des bouts de l'écosystème. Il n'y en a pas un qui va prendre tout versus les autres. On est vraiment dans des constitutions d'écosystèmes parce qu'il y a ceux qui veulent des voitures avec chauffeur, ceux sans chauffeur, le scooter, le transport public, le bus. Donc tout ça est un énorme écosystème qui va devoir se réorganiser. Effectivement, la propriété individuelle va probablement beaucoup baisser. Elle ne disparaîtra pas parce qu'il y a un côté plaisir, il y a un côté de liberté, mais ça sera un autre usage. Et donc tout ça est en train de se mettre en place. On est au début. Mais votre métier est vraiment au cœur d'une transformation incroyable, Caroline. Incroyable. Il y a 10 ans, c'était un métier que les gens trouvaient un tout petit peu ennuyeux. Et aujourd'hui, c'est le métier qu'il faut faire pour participer à une transformation sociétale. Absolument. Mais merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir.